Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Les titres de ce journal. 43 000 personnes sont esclaves en Mauritanie. Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre exige l'application des textes et demande la libération immédiate et sans condition des 168 militants des droits anti-esclavagistes arrêtés dans ce pays. Tabaski 2018, le gouvernement prend les devants. 750 000 têtes sont attendues pour l'approvisionnement du marché en moutons. Annonce du ministre de l'Élevage. Parallèlement, les éleveurs du Sénégal sollicitent l'appui de l'État pour la prise en charge du cheptel. Journée mondiale de l'eau, les populations invitées à préserver la ressource. Le ministère de l'Hydraulique compte s'appuyer sur les potentialités qu'offre la nature pour bien approvisionner le pays. Par ailleurs, la SCOSEN demande aux autorités d'être prudentes quant à une éventuelle succession de la SDE. Épongement en vue de la dette de la CMU aux hôpitaux, le secrétaire général du SUTSAS reste sceptique. Ballo Dietiam dit attendre de voir la matérialisation de cet acte pour y croire. Il n'est pas convaincu par les arguments avancés par le patron de la CMU. « 43 000 personnes, des esclaves en Mauritanie, plus de 160 militants des droits anti-esclavagistes sont dans les liens de la détention. Révélation faite par Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Son directeur général à l'UNTIN martèle que l'esclavage existe bel et bien en Mauritanie malgré son abolition sur les textes. Il dénonce les campagnes de dénigrement contre les défenseurs des droits de l'homme dans ce pays. C'était en présence de Côte d'Indiaï. L'esclavage a été aboli officiellement en 1981 en Mauritanie, mais selon le rapport de Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, cette abolition ne se limite que sur les textes. La Ligue des États arabes, leurs États membres et les États-Unis, nous leur demandons à exhorter les autorités mauritaniennes à enquêter de manière minutieuse, impartiale et transparente sur les violations des droits humains décrites et à traduire en justice les responsables présumés dans le cadre de procès respectant les normes internationales. Le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre dénonce par ailleurs les campagnes de diabolisation dont font l'objet les défenseurs des droits de l'homme en Mauritanie. Nous engageons les autorités mauritaniennes à libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits humains, y compris Moussa Biram, Abdallahi Matala et Mohamed Moukhaïtir, détenus pour le simple fait d'avoir exercé pacifiquement leurs droits. Ne pas tenir de propos qui stigmatisent, injurient ou discriminent les défenseurs des droits humains, et notamment ne pas les qualifier de criminels, d'agents de l'étranger ou de racistes, ni les accuser d'apostasie, de manœuvres politiciennes ou encore de continuer une menace pour la sécurité et l'unité nationale. Après avoir dénoncé ces pratiques, Amnesty International, section Afrique de l'Ouest et du Centre, exige l'ouverture d'une enquête afin que les auteurs de ces pratiques répondent de leurs actes. La situation pastorale sénégalaise inquiète le ministre de l'Élevage. L'aliment de bétail se fait rare au nord du pays. La maison des éleveurs sollicite l'appui du gouvernement pour prendre en charge le cheptel. Aminata Mendia a par ailleurs tiré un bilan satisfaisant de la Tabaski 2017. Elle annonce le même objectif pour l'édition 2018, c'est-à-dire atteindre la barre des 750 000 têtes pour l'approvisionnement du marché en moutons. Les éclairages de Mohamedou Diallo. Une satisfaction qui pousse le ministère de l'Élevage à reconduire le même dispositif pour la Tabaski 2018. On parle de ce qu'on avait prévu l'année dernière, 750 000 têtes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les 750 000 têtes, on a même eu un surplus et que nous avons eu même à transporter en retour dans les sites de production des moutons qui étaient restés invendus dans la région de Dakar comme dans d'autres régions. Nous envisageons toujours pour la région de Dakar 260 000 têtes à peu près. L'objectif est clair, mais la situation pastorale du pays inquiète plus d'un. Catastrophique, particulièrement au nord du Sénégal.
Et même les zones où il n'y avait pas de déficit de fourrage sont en train d'avoir des difficultés parce que tous les transhumants qui ont quitté sont en train de surcharger les pâturages au niveau des autres régions et ça crée un problème national. Maintenant, le gouvernement avait fait l'effort de débloquer 300 millions pour l'achat d'aliments. Dans notre budget également, nous avons 500 millions pour l'achat d'aliments. À cela s'ajoute une forte dépendance extérieure, une situation qui s'explique en grande partie par les conventions communautaires. Notre objectif toujours que donner les Sénégalais des moutons de Tabaski. Bon, nous comprenons quand même que nous sommes dans le monde des compétitions. Il y avait toujours des concurrences. Certains criaient pour nos amis venant de Mali et de Mauritanie, mais c'est des choses que nous ne pouvons pas éviter. En attendant, le programme d'autosuffisance en moutons suit son cours. Un budget est ainsi dégagé pour une prise en charge correcte des besoins des Sénégalais en moutons. Autre point évoqué en titre, la journée mondiale de l'eau. Pikine a accueilli les festivités. Cette année, l'accent est mis sur solutions basées sur la nature pour l'eau. Le ministère de l'Hydraulique envisage de préserver les ressources en eau dont dispose le pays. Annonce faite par Maïmouna John Diarra, conseillère technique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les autorités invitent aussi les populations à faire bon usage de la ressource. Maïmouna John Diarra est avec Abdoulaye Wanyanga. En ce qui concerne l'eau, moi je pense qu'il faudra axer sur les écosystèmes parce que nous voyons la disparition des forêts, parce que le cycle de l'eau c'est plusieurs étapes. Nous avons la disparition des forêts, nous avons le ruissellement qui ne se fait plus correctement à cause de l'imperméabilisation. Nous avons la couche d'ozone qui est en train de se détruire et qui réchauffe l'atmosphère. Nous sommes actuellement, on suppose vouloir être au maximum à 2 degrés alors qu'on dépasse les 2 degrés. Ça, c'est des questions qui nous interpellent, que nous devons résoudre pour pouvoir quand même interpeller la nature comme nous voulons. Nous avons beaucoup d'actions, comme je l'ai dit. Nous avons, si je peux l'appeler ainsi, on est en phase avec l'objectif de développement durable, à son objectif 6, pour un accès universel, mais un assainissement durable. Nous sommes aussi dans la promotion de la gestion intégrée des eaux. Nous sommes, tout ça, tous ces éléments, si je peux l'appeler cette mayonnaise, est articulée par une bonne gouvernance. Et je pense que c'est important et j'ai même, partagé avec vous le document de planification où l'État est en train de mettre en œuvre sur apport personnel pour soutenir l'effort des bailleurs. La qualité de la ressource, une exigence des populations. Des avancées ont été certes notées dans la fourniture de l'eau, mais des efforts restent à faire pour bon nombre de personnes. Il y a des localités dans le pays où le liquide précieux est une denrée rare. Elles invitent le gouvernement à réfléchir sur de nouvelles stratégies afin de rendre accessible l'eau potable à tous. Un reportage de Djibissa Johnny. L'eau, source de vie. Au Sénégal, plus de 80% de la population ont accès à ce liquide précieux, un chiffre qui ne laisse pas indifférent la population. Certains semblent toujours avoir soif. L'approvisionnement en eau pose vraiment problème à Dakar. Nous sommes parfois obligés d'aller en chercher ailleurs. Il nous arrive parfois d'être privés d'eau pendant des heures et des heures. C'est une situation qui nous porte préjudice. Même si le pays enregistre de bonnes performances en matière d'accès à l'eau potable, des défis restent à relever. La qualité laisse quelquefois à désirer. Des fois, ça manque de les gens. Si l'État pouvait nous aider vraiment. Durant le Magal de Touba, nous manquons d'eau, surtout à Madiana. Nous appelons vraiment le gouvernement du Sénégal à faire tous les efforts nécessaires pour nous assurer un bon approvisionnement en eau. Dans plusieurs artères de Dakar, des sachets d'eau sont vendus, cependant l'hygiène fait défaut. Que ce soit en sachet ou en bouteille, l'eau vendue dans les rues n'est pas de très bonne qualité. Sous le sceau de l'anonymat, ce vendeur rassure la clientèle. Nous sommes fondamentalement contre l'eau de mauvaise qualité. Mais rassurez-vous, nous vendons une eau de bon aloi.
La Journée mondiale de l'eau, édition 2018, est célébrée sous le thème « L'eau, la réponse est dans la nature ». Une occasion pour ces Sénégalais d'inviter le gouvernement à mettre en place beaucoup plus de stratégies afin qu'ils puissent accéder facilement à l'eau potable. Ibissa Djeni, justement, l'approvisionnement en eau peut être amélioré à Dakar et dans les autres régions du pays. Affirmation de Lascosen, le vice-président de l'association Consuméris estime que les projets comme Keur-Momar-Sarr 3 vont fortement y contribuer. Mais Mamad Sissé demande aux autorités d'être prudentes quant à une éventuelle succession de la SDE. Mamad Sissé s'est entretenu avec Mohamed Diallo. Le défi reste à relever. Les investissements ont connu un retard. Le bras technique du ministère de l'Agriculture, qui se trouve être la SONES, est à encourager. Parce que depuis un bon temps, il y a quand même des investissements qui ont augmenté. Et il y a des gens qui se positionnent pour prendre cette activité-là. Mais tout simplement, il y aura tout simplement une observation qu'il faut faire. Est-ce que l'opérateur qui est là, qui est la SDE, peut continuer ou pas? Est-ce que nous sommes satisfaits ou pas? Est-ce que les autres, on peut leur faire confiance sur leur offre? Parce que c'est pas pour rien. Mais je crois que dans certains pays, pour certains opérateurs, ça a été remis en cause. Je ne voudrais pas porter préjudice, mais en tout état de cause, il y a eu cela. Donc, je crois que on va regarder l'offre sur différentes formes, que ce soit sur la partie technique que sur d'autres parties. L'essentiel pour le consommateur, c'est d'avoir son eau de qualité, c'est de l'avoir en termes. Une autre journée célébrée ce jeudi, celle de la journée mondiale des forêts. C'était à Mbao, au prétexte pour le ministre de l'Environnement de préciser qu'il n'y aura aucune tolérance contre les coupeurs de bois. Mame Thierno Dieng soutient que des sanctions sont prévues dans le code forestier. Le ministre a également rappelé l'importance de cette journée qui vise à lutter contre la déforestation. Mame Thierno Dieng s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. C'est l'occasion effectivement pour insister sur le fait que la forêt n'est pas seulement importante, elle est indispensable à notre vie tout court. De quoi s'agit-il? Nous vivons parce que nous respirons. Quand nous respirons, nous inspirons de l'oxygène et nous expirons du gaz carbonique. Et c'est l'inverse pour les arbres. Les arbres inspirent du gaz carbonique et expirent de l'oxygène. De plus, les enjeux environnementaux actuels ont un seul dénominateur commun qui est le réchauffement du climat, dont une des causes principales est la déforestation. Pour être le président de la République a conscience de la gravité de cette coupe illicite de bois, en ce que ça compromet l'intégrité de la forêt et que maintenant de plus, il y a des enjeux de sécurité. C'est fort de cela que tous les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour adresser correctement cette question. Et parmi les moyens, il y a les moyens juridiques, la loi qui régit le code forestier sur lequel on s'est largement exprimé et on a surtout, on l'a mieux caractérisé au seul fin à ce que les gens qui compromettent ces ressources forestières subissent des peines à la... Des risques d'effondrement pèsent sur des immeubles du pôle urbain de Diamniadio, un fait qui s'explique par leur construction sur des sols gonflants, situation qui inquiète l'association de laboratoires et de bureaux d'études géotechniques du Sénégal. Ses membres se sont réunis pour se pencher sur cette problématique et proposer des solutions. Ces spécialistes de la construction invitent les acteurs à mener des études sur les sols avant de construire. Le point avec Abdoulaye Wanyanga. Le pôle urbain de Diamniadio se trouve dans un espace de sol gonflant, une situation qui expose à de nombreux risques aux immeubles qui y sont construits. Les autorités étatiques en sont conscientes. C'est d'ailleurs tout le sens de la tenue de ce symposium international. Il se trouve qu'à Diamniadio, nous avons des sols compliqués, des sols qui gonflent. Les Rufisquois disent que c'est un sol qui respire. La zone urbaine de Diamniadio est connue pour ses dépressions, mais les acteurs sont invités à mener des études de sol avant toute construction. Nous voulons donc sensibiliser tous les acteurs, que sont les bureaux d'études, les propriétaires, les entreprises, les contrôles, à la nécessité de faire
des études de sol, et plus particulièrement dans le cas des sols gonflants, parce que si on ne le fait pas, on va faire ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre, qui vont coûter plus cher que les études de sol. Ce symposium avait pour thème quelle approche pour la gestion des constructions sur sol gonflant. Il a réuni des experts nationaux et internationaux. Ces derniers, durant 2 jours, ont planché sur la question. Parlons santé et couverture maladie universelle. Le directeur général de la structure annonce l'épongement de la dette due aux hôpitaux dans un avenir proche. Une assurance de Bokar Mamadou Daf. Il reconnaît qu'il y a eu certains retards à cause des lenteurs administratives, mais l'affaire est sur la bonne voie. Il a fait cette déclaration lors de la rencontre initiée par la Coalition pour la santé et l'action sociale. Cette dernière appelle l'autorité à veiller à l'accessibilité des soins pour tous. Yamakoli était sur place. Relever le défi de la couverture maladie universelle, tel est l'objet de cette rencontre initiée par la Coalition de la santé et de l'action sociale. L'économiste de l'Organisation mondiale de la santé estime que le Sénégal est sur la bonne voie. L'objectif c'est quoi? C'est comment faire en sorte que les populations malades puissent se soigner. Comment faire en sorte qu'il y ait le moins de maladies possible. Parce que ici, l'objectif, c'est moins la lutte contre la maladie que la promotion de la santé. Le directeur de la CMU a profité de cette tribune pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la dette de l'agence à l'endroit des structures hospitalières. Il n'y a pas de dette, mais il y a des retards de paiement. Pour être précis, il y a beaucoup de personnes qui sont inéligibles, qui essaient de bénéficier de cela. Et ça, il faut que nous, on fasse le contrôle, qu'on extirpe tout cela pour, en tout cas, une efficacité dans l'utilisation des ressources. Nous sommes aussi là pour cela. Une fois que cela est fait, maintenant, on va procéder au paiement. La CMU fait face aujourd'hui à des difficultés majeures. Le président de la COSAS propose des solutions. La CMU fait face à plusieurs défis. Vous avez tout de suite entendu les exposés qui ont été faits par les collègues. Et ce sont des défis qui sont communs à tout système d'assurance maladie. D'abord, il faut trouver suffisamment de ressources pour couvrir les besoins. Il faut mobiliser des ressources, mais il faut mobiliser des ressources en convoquant un certain nombre de possibilités, telles que les impôts, telles que la responsabilité sociale d'entreprise, telles que les différentes taxes qui sont possibles, telles que la solidarité nationale. La CMU fait face aujourd'hui à des difficultés majeures. Le président de la COSAS propose des solutions. Le SUTSAS reste sceptique quant aux assurances faites par le directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle concernant le paiement de la dette due aux structures hospitalières. Celle-ci est estimée à 30 milliards de francs CFA. Le secrétaire général du SUTSAS, Mbalo Diothiam, émet également des réserves sur l'argument avancé par le patron de la CMU pour expliquer le retard de ce paiement. Il attend de voir la matérialisation de cette mesure pour y croire. Et Laj Moussabé nous en dit plus. Des lenteurs administratives sont évoquées pour justifier la dette de l'agence de la CMU à l'endroit des structures hospitalières. Le DG de l'institution a d'ailleurs donné des gages pour l'épongement de la créance dans un futur proche. Mais le secrétaire général du SUTSAS attend sa matérialisation pour y croire. On ne serait pas loin d'une trentaine de milliards certainement, parce que toutes les structures sanitaires sont concernées. Le dernier trimestre de 2016 est impayé. Toute l'année 2017 n'a pas été payée. Et on est presque en fin mars. Et là où le directeur, avec tout le respect qu'on lui doit, il parle de lenteur et de vérification, nous pensons que quand même c'est des expressions tirées par les cheveux. Il ne convainc personne. Bon, maintenant, s'il promet de régler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc nous attendons de voir simplement. Mbalo Diothiam ne manque pas de soulever les problèmes liés à l'ancrage et au ciblage dans le programme. Selon lui, la stratégie mérite d'être revue. Si vous offrez et qu'en contrepartie vous financez pour ceux qui ne peuvent pas donc se payer les soins parce qu'étant dans une situation d'insolvabilité, vous voyez ce que ça fait. C'est le spectacle d'un serpent presque qui se mord là que maintenant pour les perspectives, il faut regarder le ciblage parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la gratuité pour des gens ou bien pour des enfants dont les parents peuvent payer à leur place. C'est pas possible. On avait dit que c'était pas pertinent du tout. Les paquets de services aussi, on devait les revoir aussi. La dette que doit l'agence de la CMU aux différentes structures sanitaires avoisinerait les 30 milliards de francs CFA. Rien que pour la pharmacie nationale d'approvisionnement, elle lui doit 13 milliards de nos francs.
L'hygiène bucco-dentaire, un problème de santé publique dans la région de Kaolack. 275 personnes ont été consultées lors de la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire dans la zone. Le point focal régional révèle que beaucoup de personnes n'ont pas la culture d'aller se faire consulter. À moins qu'elles aient mal, Dr Fatoumata Kanté les invite à accorder une plus grande importance à l'hygiène bucco-dentaire. La faculté de médecine abrite du 17 au 25 mars prochain les journées scientifiques Dakar-Fès. Une première au Sénégal, ce cadre d'échange va contribuer à raffermir les liens entre les deux pays. Des tables rondes, symposiums et pratiques dans des hôpitaux seront au menu de ces journées. Les deux facultés envisagent également de nouer des partenariats relatifs à la gouvernance et à l'expérience pédagogique. Suivant quelques réactions au micro de Djibi Sardioni. Ce que vous voyez aujourd'hui, cette manifestation, c'est une continuité dans les relations séculaires qui existent entre le Maroc et le Sénégal. À part les échanges entre enseignants et enseignants, étudiants et étudiants, recevoir les étudiants de part et d'autre, peut-être qu'on peut identifier toujours pour le traitement ou bien pour la prise en charge des malades. Au niveau de la faculté de médecine, après les Sénégalais, la nationalité la plus représentée après le Sénégal, c'est le Maroc. Ils sont les plus nombreux ici au niveau de la faculté à part les Sénégalais. Après que nos doyens sont rencontrés et que cette invitation ait eu lieu, que nous aussi en tant qu'étudiants, en tant que représentants d'étudiants, nous devons de faire profiter de ces expériences-là aux étudiants de nos facultés. Nous envisageons une convention à 3 niveaux, entre les décanats. On a énormément de choses à échanger. Gouvernance, expérience, pédagogie, échange entre les enseignants, énormément de spécialités de part et d'autre, des complémentarités. Nous sommes pas très forts en parasitologie, en maladies tropicales, et donc ça serait intéressant. Et nous aussi, nous avons développé des axes à Fès qui pourraient profiter à nos amis sénégalais. Nous changeons de registre. Les enlèvements ou meurtres d'enfants écœurent les parents. Certains confient qu'ils vont redoubler de vigilance pour assurer la sécurité de leur progéniture. Malgré cela, ces chefs de famille mettent l'État devant ses responsabilités. Ils exhortent à augmenter le contrôle d'identité. Selon eux, ceci permettrait de dissuader certains malfaiteurs. Un sujet de Adjara Ndiaye. Les parents ont de plus en plus peur de la situation des enfants à ce moment. Ils estiment que l'État doit sécuriser davantage les frontières. Toutes les personnes doivent être soumises au contrôle d'identification, surtout les étrangers. Les autorités doivent exiger des pièces d'identification. Comme ça, tout le monde sera en règle. Dans ce pays, il n'y a absolument pas de contrôle. On n'y comprend plus rien. On ne peut même pas parler d'autorité. Les étrangers ont plus de droits que nous, Sénégalais. Et les dirigeants ne sont là que pour leur propre intérêt. La période électorale n'a rien à voir avec ce phénomène, confient ces pères de famille. Je constate une fuite de responsabilité des parents. L'éducation de base qui devait dispenser aux enfants n'y est plus. Le manque de temps est passé par là. Et aujourd'hui, ils se focalisent beaucoup plus sur la recherche de quoi subvenir leurs besoins. Ceci aux grandes dames des enfants. Les gens doivent arrêter de dire cela. C'est Dieu qui désigne un dirigeant. Il y a des choses qui existent depuis l'aube des temps et pourtant il n'y avait pas d'élection. Par ailleurs, cette dame indique que c'est aux autorités de trouver une solution à ce problème. Nous sollicitons une aide auprès des autorités parce que là, nous sommes vraiment perdus. Les pères de famille sont fatigués, les mamans n'en parlent plus. Nous invitons le gouvernement à trouver des solutions afin que ce problème soit un vieux souvenir. L'enlèvement des enfants continue de préoccuper la population, un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, raison pour laquelle les mères et pères de famille se disent prêts à protéger davantage leurs enfants pour les éloigner de ces malfaiteurs. Du sport, Cœur de Lion, le tout nouveau club mis sur pied par Amimba Ketcham pour accompagner les jeunes athlètes sénégalais. La finalité est d'offrir au Sénégal la possibilité d'avoir des athlètes de son calibre ou d'autres grands noms de cette discipline. Ce challenge, elle ne le relèvera pas seule. Amimba Ketcham a le soutien d'anciens internationaux. Voyons cela avec Ibrahim Fall. 3 séries de 60 mètres, une série de relais communément appelée Nawet au Sénégal. Voilà l'exercice appliqué par ces jeunes prodiges pour redorer le blason de l'athlétisme sénégalais. C'est du moins le souci de l'ancienne médaillée olympique
et champion du monde. Créer des clubs, il faut aller à la base parce que l'athlétisme maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus d'élite. Maintenant, il faut retourner à la base. C'est ça qui m'a poussé, qui nous a poussé, de retourner à la base, de trouver des jeunes comme je l'ai été. Pour relever le défi de cette discipline, ces techniciens comptent venir en aide aux jeunes passionnés de la course. Au renouveau de notre athlétisme, ça commence par la petite catégorie où elle est passée avec une coupe à l'époque qui s'appelait Coupe Madame Abdou Diouf à Ziguinchor. Nous sommes dans cette dynamique pour relancer peut-être une coupe de la première dame au Sénégal. Nous pensons que des éléments de son écurie ou de ses équipes viendront combler le vide que nous connaissons dans notre athlétisme. L'ancienne représentante du Sénégal dans les hautes compétitions souhaite l'implication de tout un chacun pour atteindre cet objectif. Pour le moment, on a 30 jeunes qui sont là. On a aussi un moniteur qui les suit, Antoine Beng qui est là, qui va les suivre. Il va s'entraîner 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Aujourd'hui, je suis une championne et j'étais entourée, détectée. Et voilà, je rends la monnaie aussi parce que j'envoie ici des jeunes talents, des jeunes filles talentueuses aussi. Il y en a même celle qui s'appelle Amine Baké déjà. Alors il faut les encadrer et puis les motiver pour que d'ici les Jeux Olympiques Paris 2024, on va avoir des qualifiés d'abord et puis peut-être des finalistes, pourquoi pas. Produire de futurs champions du monde et olympiques, une ambition de Ami Baketiam. Cette dernière se dit prête à accompagner les jeunes. Issa Diène, qui est certainement intéressé par l'athlétisme. La page culture, la journée mondiale du théâtre, célébrée ce 27 mars. Plusieurs activités sont en train d'être déroulées en prélude à cette journée. Entre autres, un pèlerinage à l'école William Ponty où de grands artistes sénégalais ont appris à faire du théâtre. En hommage également sera rendu à toutes les femmes qui ont aussi marqué l'histoire de cet art. Les acteurs culturels vont profiter de cette journée pour mettre sur la table leurs difficultés et doléances. On en parle avec Ndeye Fatimlo. L'union fait la force, c'est ce que les acteurs du 5e art ont compris. Ils font bloc pour mieux organiser la célébration de la journée mondiale du théâtre. En prélude à l'événement, beaucoup d'activités seront organisées pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont marqué le théâtre sénégalais. Le 24 samedi là qui arrive, nous allons faire un pèlerinage à l'école normale William Ponty qui se trouve être le berceau du théâtre sénégalais. Il y a eu Doutasek, il y a eu Doramane, il y a eu même Feu de Boigny, donc etc. Donc voilà, ceux-là, ces personnalités-là, voilà, ont marqué en tout cas le théâtre. Ils ont ouvert la dramaturgie africaine. Le 26 mars, qui est un lundi, nous allons célébrer avec l'association des femmes comédiennes du Sénégal. Il y a un sargal qui va se faire à la maison de la culture Doutasek. Les autres localités du pays ne seront pas en reste. Elles vont aussi organiser parallèlement des activités dans leurs centres culturels. Cette journée, c'est dans toutes les régions du Sénégal, dans les foyers, dans les centres culturels, sur tous les théâtres de verdure du pays, partout, dans la rue. Voilà. Chacun pourra s'exprimer. Tous les comédiens, toutes les compagnies pourront s'exprimer, soit chez eux, dans le foyer, dans leur propre chambre à coucher, si vous voulez bien. Cette célébration de la journée mondiale du théâtre est aussi une occasion saisie par les acteurs du théâtre pour lister à leur ministre de tutelle les difficultés qu'ils rencontrent. Il est clair que les artistes ont besoin aussi de faire entendre à l'autorité quelques soucis. Et c'était normal, parce que le directeur des arts l'a rappelé tout à l'heure. On n'est pas prêt à 100%, on ne peut pas...